L'exposition ici, c'est 40 ans de travail. Qu'est-ce que ça fait de regarder ça? Puisque 83 Picture Light, on est presque en 2023. Oui, alors c'est pas exactement 40 ans de travail, il y a une apnée gigantesque de 30 ans entre le piano fauve et puis une pièce de 80. Là, il s'est passé quand même pas mal de choses entre. Mais alors, moi, ce que ça me fait, au fond, ça me fait pas grand-chose, en fait. Parce que de vérifier que des œuvres qui ont 40 ans ou 30 ans sont encore, j'allais dire, dans un certain état de fraîcheur, j'ai déjà expérimenté ça. Alors, ce qui est touchant pour moi, c'est que ce sont des souvenirs qui sont très liés à Xavier. Parce qu'en fait, c'est un peu le goût de Xavier sur le travail que je faisais à l'époque, qui était déjà assez varié visuellement. Et donc, c'est des choses qui l'intéressaient lui plus que d'autres. Pour moi, c'est assez touchant d'avoir finalement ce dialogue qui est comme ça en suspens. Il y a une pièce dans l'exposition qui s'appelle Picture Light, qui est, je crois, la plus ancienne pièce que tu as réalisée au Consortium, puisqu'elle a été montrée en 1983 dans une exposition qui s'appelait Best of. C'est la première fois que je suis venu exposer ici, au Consortium. Je connaissais le Consortium pour avoir participé à des expositions de groupe dans des maisons de la culture. Je vais à Châlons, ça doit être ça, Châlons. Mais là, voilà, c'était la première fois où je travaillais sur place en plus, puisque j'ai peint ce mur et ces lampes au-dessus d'un petit escalier où il y avait un tapis en coco qui était très 80. Et donc là, cette œuvre a été refaite par toi dans l'exposition aujourd'hui, mais avec une petite différence. Elle est cadrée. Alors ça s'explique parce que le plafond, là, aujourd'hui, est avec une poutre. Enfin, ça ne se prête pas à être peint jusqu'au bout. Et donc l'idée de cadrer cette peinture, au fond, ça lui donne un petit supplément de caractéristiques. C'est-à-dire que là, la peinture est encadrée, elle ne va pas jusqu'au sol, donc elle est un peu plus ambiguë, je dirais. Et l'apparition de cette touche qui après sera appelée à la touche Van Gogh. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de cette solution picturale que tu as trouvée? La touche Van Gogh, en fait, c'est pas moi qui ai dû l'intituler comme ça, la manière que j'ai de peindre, au fond, ou que j'avais de peindre déjà à ce moment-là. Je ne sais plus qui a trouvé ça, mais ça me convenait. Mais c'est surtout qu'en fait, le premier objet peint que j'ai réalisé, c'était un poste de radio. Et un poste de radio peint de manière illusionniste n'a pas beaucoup d'intérêt visuellement parce qu'il est presque identique à l'original. Donc il fallait que je trouve un moyen manifeste et ostentatoire de montrer que la chose était peinte. Et la façon la plus convenue, c'était de la peinture haute pâte, avec un peu de matière, et ça ressemble évidemment à la touche Van Gogh. Et donc j'avais choisi ce poste de radio tout simplement parce que, pour qu'on comprenne bien que l'objet était sous la représentation en peinture, il fallait qu'on entende de la musique qui sorte de l'objet. Donc s'il y avait de la musique qui sortait de cet objet qui ressemblait à un poste de radio, et on devait supposer que le poste de radio était sous la peinture. La première fois que j'ai montré des objets peints, c'était à New York, dans une exposition de groupe qui s'appelait Une idée en l'air et qui avait été organisée par Philippe Casal. Et je me suis retrouvé avec Sophie Calle, je pense qu'il y avait Daniel Buren qui avait planté ses drapeaux sur le sommet de la Clock Tower, parce que ça se passait à la Clock Tower. Enfin voilà, on était quelques-uns. Donc j'avais montré ce poste de radio avec un extincteur, un petit réveil qui lui aussi indiquait l'heure, et donc était en état de marche. Et donc là, dans l'exposition, il y a une œuvre beaucoup plus récente, qui est aussi un objet repeint, il s'agit d'un piano, mais c'est un piano qui est repeint d'une façon un petit peu différente. Tu appelles ça ta période fauve. Alors, le piano qui est là, qui est un piano qui est Erard, qui est une très bonne marque de piano française. C'est un beau piano.
Et donc il est peint, je dirais presque à l'envers. C'est presque le contraire des pianos peints que j'ai fait il y a 30 ans. C'est-à-dire que je peignais le poste de radio avec les couleurs originales. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler en faisant l'inverse, en travaillant finalement avec une sorte de période fauve, en changeant la couleur et en utilisant des couleurs qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'idée qu'on se faisait ou d'un piano ou d'un extincteur, en reprenant des objets au fond que je traîne avec moi depuis des années. J'ai effectivement peint un extincteur qui est vert et le tuyau est bleu, etc. Donc c'est comme si ces objets étaient sortis au fond peut-être d'un tableau fauve ou peut-être même d'un tableau de Chagall au fond. J'ai peint une contrebasse qui est dans une vitrine à la collection Pinault à la Bourse de Commerce. La contrebasse est mauve et vert d'eau, émeraude. C'est certain qu'elle vient d'ailleurs. Et puis en 86, il y a eu une triple exposition Bertrand Lavier qui s'appelait Bertrand Lavier, qui avait lieu dans trois lieux à Dijon. Une exposition au musée, une exposition au consortium et une exposition à l'Athénéum, qui est un petit espace qui se trouve dans l'université, sur le campus. Alors il y avait plusieurs voies. À l'Athénéum, c'était une exposition qui était liée à la musique, parce que je montrais de manière croisée des partitions de In a Mellotone de Duke Ellington, avec une sculpture du XVIIe. Et dans la salle qui était mitoyenne, c'était l'inverse. Il y avait un Calder qui était montré avec une partition de Mozart. Et donc c'était un voyage dans le temps qui faisait que on pouvait confronter ça de manière très, très, très libre en réalité. Le terrain de basketball, ça a été fait, je pense, en 88 ou 86. Et en fait, le premier que je l'ai fait à New York chez John Gibson, et qui était du même ordre, qui était un peu plus petit que celui-là. Celui-là, c'est le plus grand que j'ai fait, en fait, en bois. Et le parquet de Gibson avait servi comme photographie de l'invitation de l'exposition que j'avais fait au consortium, et j'avais appelé ça malicieusement exposition personnelle. Et c'est une peinture abstraite. Oui, en fait, le mécanisme, au fond, est très classique du cadrage. Le cadrage fait que ça détourne le réel. Et donc, on prend une chose qui est tout à fait commune, qui est un terrain de basketball américain, avec le dessin du terrain de sport américain, cadré de telle manière qu'il bascule, je dirais, du côté de la peinture abstraite géométrique. Le cadrage et la peinture ont souvent des vertus, en tout cas assez voisines. C'est-à-dire que si je repeins une table de ping-pong, comme la peinture est un matériau assez radioactif, en réalité, qui est très chargé de sens et de bien d'autres choses, les gens ont du mal à se dire mais c'est une table de ping-pong que je n'avais pas vue. Il y a dans l'exposition quand même cette pièce qui s'appelle Pantone sur Fagor, qui est donc une chaise de Werner Pantone sur un réfrigérateur et qui fait partie d'un modèle d'œuvre dont la plus célèbre est Brand sur Hafner, qui est aujourd'hui dans tous les manuels sur l'art du XXe siècle comme une espèce de moment saillant en fait, dans l'histoire de la sculpture du XXe. Et il illustre aussi un article sur deux pour montrer que l'art contemporain, c'est de la fumisterie. Donc il a deux destins possibles, cette sculpture. En fait, c'est amusant parce qu'elle est née au consortium. On va parler un peu de Nobilis. Quand est-ce qu'elle est apparue pour la première fois, cette œuvre? Alors, Nobilis, pour la première fois, je crois qu'elle est apparue pour la première fois dans une exposition, c'est pareil, en 82, 83, au Nouveau Musée. Et après, je l'ai rejouée, parce qu'en fait, c'est assez musical. Il y a quelque chose de très musical, moi, dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'appelle ça des chantiers, mais effectivement, ça peut se rejouer comme des partitions, puis ça évolue, on peut corriger quelques notes, enfin, c'est très libre. Et donc après, j'ai rejoué cette pièce à la Kunsthalle de Berne, avec des motifs
qui sortait de chez Conforama, donc assez ordinaire. Et puis après, je suis monté en gamme, je suis allé chez Nobilis. Donc je pense que ce motif, qui n'est pas là d'ailleurs, parce qu'on l'a rejoué pour l'exposition à Dijon en 2022, ça, je m'en suis beaucoup servi. Et la manière où je m'en suis servi, de la manière la plus complète, si je puis dire, c'est dans une exposition qu'avait faite Yanout à Gand, qui s'appelait Chambre d'amis, où on invitait des artistes chez des particuliers, des soi-disant amateurs d'art ou des amis du musée de Gand, et ils accueillaient un artiste chez eux. Et alors, moi, j'avais choisi un bureau, et donc on avait complètement repapiété, mis le papier peint sur tout le bureau, sur les murs du bureau, et on avait mis quelques tableaux Nobilis dans une autre couleur, avec le même principe que la pièce qui est là, qui est au fond de Nobilis 2. Comment tu as choisi ce papier peint actuel, là? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce papier? T'en as regardé beaucoup, j'imagine. Oui, mais ça va assez vite, en fait, parce qu'il faut prendre des papiers peints dont on peut imaginer qu'une fois encadrés, ils jouent le tableau. Voilà, ils endossent le rôle d'un tableau avec grande facilité, avec grande simplicité. Donc c'est assez facile. On voit tout de suite des tableaux, si on recadre des papiers peints, on voit tout de suite que là, ça ne peut pas faire, ça, pour parler mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Il y a un chantier assez célèbre, qui est celui des Walt Disney. Il y en a quelques exemples ici. Est-ce que tu peux parler de la jeunesse de ce chantier? Comment ça se passe? En fond, il y a beaucoup de choses qui sont très bourguignonnes, en réalité, dans tout ça, parce que les Walt Disney, c'est né d'une visite que j'ai faite, à rare visite, que j'ai faite au musée des Beaux-Arts de Dijon. Le conservateur s'appelait Georgel, je crois, mais je sais pas, je le connaissais pas. Je connais son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et il avait fait une exposition qui s'appelait La peinture dans la peinture, où tout simplement, il avait agrandi, on voyait des tableaux qui sont dans les tableaux. Alors, je ne sais pas si on voit le portrait de Mallarmé par Manet, on voit un petit tableau sur le mur du tableau de Mallarmé, et donc c'est ça qui était le tableau dans le tableau. Alors, c'était assez intriguant, et donc je me suis dit que ce serait plus amusant avec ce fameux débat de high and low, le majeur et le mineur. Je trouvais que c'était plus intéressant de travailler avec le mineur que le majeur, et donc le mineur, en l'occurrence, c'était la bande dessinée. Et donc, je me suis dit que peut-être ça serait plus intéressant, peut-être plus léger, peut-être plus efficace, au fond, de faire des tableaux avec les tableaux que je trouverais dans la bande dessinée de Walt Disney. Et je suis tombé miraculeusement sur très, très abstrait, où on voit Mickey Mouse qui a des aventures avec Minnie au Musée d'Art Moderne. Et le studio Disney a dessiné à la fois des sculptures et des tableaux qui font le décor de ce musée imaginaire. Ça a pris des proportions assez spectaculaires, puisque dans un premier temps, les tableaux ont été photographiés puis agrandis à l'échelle des tableaux, mais après, il y a des sculptures qui ont été modélisées en 3D avec un recours à des technologies plus sophistiquées. Ça a commencé effectivement en photographiant de manière très simple les petits tableaux qui, sur la bande dessinée, ils ont la grandeur d'un timbre-poste. Et on les agrandit à une taille qu'on estime que ces tableaux auraient, ce qui est absurde. Mais enfin bon, ça donne des tableaux en cibachrome d'1 mètre par 2, enfin des formats de ce genre-là. Et donc, je suis passé de la peinture à la sculpture, parce qu'à l'époque, Daniel Soutif dirigeait les cahiers du musée d'Art moderne au Centre Pompidou et m'avait demandé d'illustrer un numéro qui était consacré à la sculpture. Ce que je trouvais à la fois approprié et à la fois inattendu, parce que je me disais comment je peux illustrer ça. Et je me suis repenché sur les bandes dessinées, de la bande dessinée de Walt Disney, et effectivement, je savais qu'il y avait des sculptures. Et j'ai été, entre guillemets, sauvé par la technique du logiciel 3D qui venait de naître, au fond, à l'époque. Et donc, ces sculptures qui m'avaient intéressé, je les avais regardées, mais je ne voyais pas ce que je pouvais en faire. Et grâce au logiciel 3D et à l'ordinateur, on a pu construire des images virtuelles de ces sculptures. L'ordinateur a pu les construire. Et ces sculptures sont nées en photographie avant d'être nées en 3D réel. C'est-à-dire qu'il y avait des photographies en noir et blanc, des sculptures qui n'étaient pas encore nées. C'est-à-dire qu'on a photographié des sculptures avant qu'elles existent. Et donc, en fond, tout est un peu à l'envers. C'est venu d'une bande dessinée, après j'ai fait des photos virtuelles, et ensuite sont nées les sculptures. Ces sculptures de Walt Disney, elles ont un destin assez amusant autour de la planète. Mais l'endroit où peut-être ça m'a le plus amusé, c'est de les avoir exposées dans l'écrin qui leur était le plus favorable,
à savoir la petite galerie Denise René, qui était une sorte d'écrin mythique aujourd'hui, d'autant plus mythique que ça n'existe plus. Et donc, je suis allé voir Denise René grâce à Catherine Millet. Moi, je ne connaissais pas Denise René, hein. Et donc, je trouvais que ça serait formidable de mettre ces sculptures, ces tableaux dans son décor qui n'attendait que ça, en réalité. Et donc, Denise René, je pense, n'a absolument rien compris à ce que je voulais faire, mais elle a accepté pour des raisons totalement personnelles, en disant « Ah, mais ça, je veux bien le faire, parce que comme ça, je vais récupérer mon dû. Les Américains m'ont piqué ce que moi je faisais avec harpe, et donc comme ça, je vais pouvoir montrer à nouveau, ça va être retour à l'envoyeur. » Donc c'est au fond pour entre guillemets, des mauvais motifs, enfin, qui sont tout à fait aussi justifiables que les autres, qu'on a fait cette exposition avec Denise René, et c'était très amusant. La première peinture, au fond, que j'ai faite, je l'ai faite quand j'étais encore à l'école de Versailles, en 69, où j'ai peint des feuilles d'ampélopsis sur les murs de ma maison en Bourgogne pour constituer une sorte de ligne blanche. Et donc là, je ne savais pas qu'en faisant ça, un jour, j'allais peindre un piano ou une table de ping-pong ou un extincteur. Mais au fond, j'allais dire, presque tout était là, en réalité.